Bonjour, bonjour. Ça va être certainement la vidéo la plus difficile que j'ai jamais faite. Euh, Lorsque un mensonge est répété 1000 fois, il devient une vérité. Je ne sais plus qui a dit ça, mais peu importe. En tous les cas, c'est bien dans les manières habituelles de nos politiciens, de nos dirigeants, et qui savent le faire. Mais un mensonge qui n'a pas été répété 1000 fois, mais 1 million de fois, et pas depuis quelque temps, mais depuis 200 ans, et qui est entré dans la normalité à travers les livres, à travers les expressions de la langue et dans tous les pays, à travers les films, partout, tel que tout le monde le considère comme normal. Et que un petit bonhomme, un simple kidam comme moi, va essayer de vous dire que tout cela est faux et qu'on nous a menti tout le temps. Et que c'est tellement énorme que je vais avoir vraiment beaucoup de mal. Mais je vais essayer quand même. Alors imaginons que je m'adresse non pas à vous qui allez regarder cette vidéo, mais à ces gens qui vont naître bientôt, qui pour l'instant sont mettons dans l'espace, et en train de se dire est-ce que je vais aller vivre sur Terre ou sur une autre planète ailleurs, l'univers est grand, il y a des centaines de millions de planètes, et qu'ils sont en train de se poser la question. Et puis qu'à ce moment-là, quelqu'un vienne et leur dise, bah écoutez, voilà, la Terre, les conditions sont les suivantes. Ce sont des journées qui durent en moyenne à peu près dans les 24 heures, sur lesquelles à peu près en moyenne, dans le courant de l'année, il y a un tiers qui représente la journée et un autre tiers important qui représente la nuit. Et puis que la nuit, bah, c'est fait pour dormir, le jour, c'est fait pour travailler, et que votre temps à vous de vie, c'est un petit peu le matin entre la nuit et le jour, et un petit peu le soir entre le jour et la nuit. Et puis que toutes les journées, bah, faut travailler. Le soleil se lève, et bah, faut vous lever avec, et puis travailler jusqu'à ce que le soleil s'en aille. Et c'est la condition sine qua non pour aller vivre sur Terre. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seront emballés. Il y a peut-être pas mal de gens qui se diraient, bah, je vais déjà regarder un peu comment ça se passe sur les autres planètes. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous faire croire que il était indispensable de passer nos journées de vie à travailler pour avoir le droit de vivre. Et ça, c'est le mensonge le plus monstrueux, le plus énorme. Et si on observe un petit peu l'histoire, mais la vraie histoire, hein, pas celle des livres justement que, dont on se sert pour nous faire croire que c'est comme ça. Non, l'histoire ancienne, et puis qu'on va étudier cette histoire un peu chez tous les peuples du monde. Et puis, eh ben, on s'aperçoit que les temps réels d'activité réelle forcée n'étaient pas si longs que ça. Et que c'est seulement depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis environ 200 ans, que ça a commencé à devenir comme une règle. Il faut travailler 8-10 heures par jour. Et curieusement, alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est justement quand on commence à inventer des machines pour remplacer le travail de l'homme, que c'est là où l'homme est de plus en plus esclave du travail pour pouvoir survivre. Et durant 200 ans, c'est tellement rentré dans les mœurs, c'est tellement rentré dans les expressions que dans toutes les langues, il y a des expressions populaires pour indiquer que les grandes valeurs dans la vie, c'est le travail, c'est ci, c'est ça. Et comme si c'était une gloire de travailler et de passer toutes ces journées, etc. Mais oubliez la famille, oubliez les enfants, oubliez tout ça. Il y a les femmes pour s'en occuper. Ah oui, mais non, parce que ils ont évolué. Donc, on va pas laisser les femmes comme ça sans payer d'impôts, etc. Et puis que les hommes, en travaillant, suffisent à ce que ça nourrisse toute la famille. Donc, on va commencer à serrer un peu les boulons pour que les femmes se mettent au boulot quand même, faut pas exagérer. Et puis, créer tout un tas de mouvements, comme quoi c'est un droit de la femme. Comme c'est un droit de l'enfance de se faire violer à 8 ans ou à 10 ans. C'est vraiment le travail typique de ces gens-là. Et
ils en sont arrivés à ce que tout le monde considère que c'est un but dans la vie que de travailler. Et on en est même à entendre des jeunes qui cherchent du travail. C'est absolument extraordinaire. Pourquoi? Et tout ça, ils ont réussi à l'obtenir par l'argent. Par l'argent, ils ont financé les grandes entreprises qui ont développé les machines qui commencent à remplacer l'homme. Et il y a tout un montage vicieux, pernicieux, très discret, qui a été fait pour amener les gens à se dire il faut quand même travailler, c'est nécessaire pour vivre, et ainsi de suite. Et tout le schéma est rentré en ligne de compte. Bon, alors j'ai fait une vidéo il y a très longtemps de cela, je crois que c'était il y a 5-6 ans à peu près, qui s'appelle « Chômage, le grand mensonge ». Et cette vidéo, curieusement, je l'ai faite en français sans penser à la diffuser spécialement, mais alors elle est arrivée aux États-Unis, elle est arrivée en Inde. Je l'ai retrouvée un jour sur un site en Inde, je ne sais pas qui parle français en Inde. Et en fait, j'ai eu pas mal d'analyses d'un tas d'économistes, etc., de différents pays, des groupes d'étudiants, des universités, etc., qui tous complètement abondent dans le même sens en disant mais comment se fait-il qu'une chose aussi évidente ne nous ait pas crevé les yeux, que c'est tellement évident. Et aujourd'hui, la France a besoin, pour se redresser économiquement, très vite de mettre en place tout de suite le concept de revenu universel, qui devrait de toute façon être en place déjà depuis très longtemps. Il faut quand même bien suivre l'histoire. Dès les débuts de la, comment on appelle ça, de la révolution industrielle, on va appeler ça, dès le début que les machines ont commencé à pouvoir remplacer les hommes, dès ces instants-là, il y a des penseurs, des vrais philosophes, qui en ont conclu évidemment que si on remplace les hommes, il faut trouver un système pour que le profit généré par la machine profite à l'homme. Ce qui paraît évident en toute logique. Mais bon, si vous regardez cette vidéo « Chômage, le grand mensonge », il y a tout dessus. Et donc, cette notion de compensation de la machine pour qu'en fait la machine profite à l'homme, parce que pour l'instant elle ne profite pas à l'homme finalement, des gens l'avaient pensé dès cette époque-là, c'est-à-dire des gens comme Condorcet par exemple, pour citer les gens connus, mais il y en a d'autres dont on parle beaucoup moins, et ils ne sont pas connus du tout, donc leurs ouvrages sont à peine connus, c'est des petits articles quoi, et puis mais depuis Condorcet, il y en a eu un tas d'autres, surtout en Allemagne, en Autriche, dans pas mal de pays dans le monde, qui avaient déjà conçu l'idée que la compensation logique était de commencer à établir un revenu universel. Et cette notion donc de revenu universel, aujourd'hui en France, elle est absolument indispensable pour redresser économiquement la France, c'est-à-dire pour redonner très vite un souffle qui va permettre une multitude de créations de nouvelles petites entreprises qui vont être obligées de réembaucher, mais tout ce schéma, j'en ai déjà parlé, et en plus on a fait toutes les études, et on a été très nombreux à travailler là-dessus, toutes les études de tout ce qui pourrait être négatif dans l'établissement d'un revenu universel. Parce qu'il y a un tas de gens qui sont tellement conditionnés que leur premier réflexe, c'est de se dire « Ah oui, mais si les gens, ils ont tout de suite 2000 € qui tombent tous les mois, plus personne voudra travailler. » Voilà, réflexe stupide. Mais bon, il y a plein de gens qui l'ont, ce réflexe, malgré eux. Ils ont été tellement conditionnés qu'ils ne peuvent pas penser autrement. Et tout cela, c'est déjà fait. On a déjà répondu. J'ai gardé, bien sûr, tous les dossiers, tous les fichiers, toutes les réponses, tous les examens, toutes les questions, et tout est prêt. Donc, ce revenu universel, si on le met en place, chacun perçoit donc 2000 € qui tombent automatiquement, et on se retrouve dans une situation de futur de l'humanité où tout le monde vit très largement bien, confortablement, et ajoute à ces 2000 € sa passion. Et quand on vit de sa passion, alors on ne vit pas toujours de manière égale, on ne vit pas toujours de manière aussi riche. Si par exemple votre passion c'est de faire de la peinture, bon, est-ce que vos œuvres plairont? Est-ce qu'elles se vendront? J'en sais rien. Si votre passion c'est de faire de la chanson, si votre passion c'est de bricoler l'électronique, c'est de toucher l'informatique, c'est la maçonnerie, c'est je sais pas quoi. Chacun a des choses qu'il aime plus que d'autres. Et donc ces gens qui vont exercer leur passion vont pouvoir la poser en complément
de ce revenu universel. Et donc, si vous travaillez dans une entreprise, vous allez avoir ce revenu universel. Au départ, forcément, on va se dire, oui, mais bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le Conseil national de transition s'est mis en place, mais il y a plein d'ennemis. Donc, pour être sûr, pour l'instant, on va juste les utiliser, mais je ne veux pas quitter mon emploi, etc., etc. Mais réellement, au bout d'un certain temps, les gens vont se rendre compte que finalement, ils vivent bien, ils s'offrent une qualité de vie en travaillant plus que la moitié du temps. Et si, alors bon, là c'est une affirmation que je fais, et si je parlais avec des économistes, on rentrerait dans les détails, mais là c'est une vidéo un petit peu pour le public. Les calculs qu'on a faits font qu'on va arriver à une diminution progressive du temps de travail, de telle manière qu'en général, les gens pour vivre correctement, sans plus, sans luxe ni rien, mais vivent bien, auront besoin de travailler 4 à 5 heures par jour, grand maximum. Grand maximum. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens vont pouvoir ne pas du tout travailler, c'est-à-dire sur un couple, que la femme puisse ne pas du tout travailler parce qu'elle a envie de s'occuper des enfants. Mais si vous réfléchissez maintenant à cette situation, alors bien sûr, d'après les calculs qu'on a faits, au fur et à mesure des années, ça va descendre et ça va se stabiliser parce qu'il y a un tas de tâches qui sont obligées. Si on veut maintenir notre planète, si on veut maintenir notre agriculture, pour notre alimentation, pour tout ça, malgré les machines et tout ça, il y aura toujours quelque chose à fournir. Et cette fourniture de travail qui sera un petit peu forcée sera un peu aussi au goût de chacun parce qu'il y aura beaucoup de temps. Et en fait, le vrai futur de l'humanité, c'est qu'on aille passer 1 heure ou 2 de temps en temps sur des choses qui ne sont pas agréables, mais qu'on fera parce que ça ne dure qu'1 heure ou 2 heures. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'expérience de travailler en usine. Moi, je n'ai pas tenu longtemps, hein, je suis resté 3 jours. Mais je voulais savoir ce qu'était le travail d'usine parce que je suis arrivé à près de 70 ans et j'imaginais même pas vraiment ce que c'était. Donc j'ai voulu le faire. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, mais c'est un travail de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on se déshumanise quand on fait ce genre de travail, dans la mesure où on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'on n'aurait pas choisi de faire, et qu'on fait... Alors je vais vous dire comment ça se passe. On arrive au dernier moment, hein, on ne vient pas avec une demi-heure d'avance. On arrive au dernier moment, on se met en poste, et ensuite, on ne vit plus, on ne pense plus, on n'est plus un être humain, on est devenu à notre tour une machine. Je prends le truc qui est arrivé là, je regarde s'il n'y a pas de défaut, je le pose dans la boîte là, je la pose là, vite, je me dépêche, il y a l'autre qui est sorti, hop, je regarde, et c'est fini, j'existe plus, je ne suis plus que la machine qui fait ces 3-4 mouvements d'affilée, 5 mouvements d'affilée. Toutes les 3 heures, 4 heures, j'ai une pause de 30 secondes, 1 minute, parce que la machine est en panne, parce qu'il y a... Voilà, mais c'est pas une vie. Et vous vous rendez compte, vous faites ça pendant 8 heures. On demande aux gens, pendant 8 heures, de ne plus être des êtres humains. C'est, à mon sens, je l'ai vécu comme quelque chose d'absolument monstrueux, comme inhumain, véritablement inhumain. Or, il y a des quantités de gens qui subissent ça. Alors maintenant, imaginons, parce qu'on a besoin des produits qui vont être produits par ces machines, on a besoin quand même d'une main-d'œuvre, on a besoin d'emballer les trucs que la machine fabrique, de les envoyer, enfin, il y a toute une manipulation qui est obligée. Mais dans un monde normal tel qu'il serait géré par cela, eh ben d'abord, il n'y aurait plus du tout de chômeurs, parce que la notion de chômage elle-même disparaît totalement. Chacun vit sa passion et complète son salaire avec sa passion, et puis les travaux absolument nécessaires sont bien payés, donc on va y passer 1 heure ou 2 de temps en temps, et 1 heure ou 2, c'est supportable. On va faire ça pendant 1 heure, et puis ça y est, je me suis vidé la tête, c'était horrible, mais pendant 1 heure, j'ai plus pensé, j'ai plus vécu, j'ai plus été qu'une machine. Mais si ça dure qu'1 heure ou 2, c'est supportable. Et en même temps, ça permet toujours d'avoir contact avec la réalité. Pour les gens justement très évolués, très intellectuels, des gens qui sont écrivains, des gens qui sont les parleurs à la télé, les gens qui sont... il y a tous les avocats, les médecins, pour tous ces gens-là, exercer leur métier, leur passion, s'ils le font pendant 3-4 heures d'affilée, ils vont le faire avec toute la concentration voulue, avec tout l'amour de leur métier, de ce qu'ils font. Ils le feront donc beaucoup mieux que dans les conditions actuelles. Et dans n'importe quelle profession, hein, lorsqu'on n'est pas tenu par l'obligation et par l'argent, on fait ce qu'on a à faire et on le fait vraiment 1000 fois mieux. Et donc, ils sont beaucoup plus productifs en beaucoup moins de temps.
Et en même temps, quand de temps en temps ils doivent, pour une raison X, que ce soit un choix ou que pour des raisons d'obligation sociétale, il faut donner un coup de main pendant 1 heure. Ça, c'est une reprise de conscience qu'il y a aussi des gens qui vivent comme ça, qui le font plus souvent parce qu'ils en ont plus l'obligation, et ainsi de suite. Donc je crois que c'est bien pour tout le monde et à tous les niveaux, et que dans le futur, si on s'organise bien, c'est tout à fait faisable, parce que d'un autre côté, vous prenez tout simplement, alors ça c'est vraiment très simple à faire, vous prenez les détournements financiers des politiciens chaque année, et quand j'appelle détournement financier, je ne parle pas seulement de la fausse dette pour laquelle ils versent l'argent dans les paradis fiscaux à leurs amis. Je parle aussi de tout ce qui détourne régulièrement. Je parle aussi de tout ce qui est fictif, qui fabrique. Et alors là, on arrive à des sommes tellement énormes que si on prend toutes ces sommes et qu'on les répartit ensuite en les divisant par le nombre d'habitants du pays, ça y est, on est déjà complètement sur la voie de n'avoir plus à travailler que 4-5 heures grand maximum par jour, pour vivre aussi bien et même mieux que maintenant, et même nettement beaucoup, beaucoup mieux que maintenant. Alors, c'est très difficile d'arriver à le démontrer, à le prouver, mais je crois que philosophiquement, est-ce que on ne doit pas avoir autre chose dans la vie que de passer toutes nos journées au boulot, que de passer toutes nos journées à faire quelque chose qui nous déplaît, mais simplement parce qu'on est obligé de le faire pour avoir l'argent qui permettra de payer le loyer, la nourriture et tout ça sous forme de contraintes permanentes, pendant lesquelles donc on ne pense pas librement, on n'a jamais ces instants de paix, on n'a jamais ces instants de se dire je me pose, voilà, j'ai envie de rien faire aujourd'hui, juste je pense, j'ai des idées. Mais c'est les gens qui pensent comme ça, qui ont des idées, qui tout d'un coup découvrent quelque chose qui va servir à toute l'humanité. Il y en a un qui, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il n'a pas de diplôme, il n'est pas ingénieur, il n'a rien, et il a découvert un brevet technique qui va déjà vers l'énergie libre. Un type génial. Mais bon, pris en permanence par le souci de survivre, il ne peut pas développer son invention, il ne peut pas développer tout ce qu'il pourrait développer avec ça. Et des cas comme ça, j'en cite un parce que je l'ai rencontré, j'ai même fait une vidéo avec lui il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas vous cacher son nom, il s'appelle Jean-Christophe Dumas, il a breveté d'ailleurs son truc, il a mis des années juste pour arriver à le breveter. Et aujourd'hui, il a un super outil qui peut se développer dans un tas de branches et permettre à un tas de gens de se chauffer, d'avoir de l'eau douce, enfin, pour une multitude d'utilisations, et qui reste bloqué parce qu'il n'y a aucun financement pour parvenir à le développer, et lui-même vivant mal malgré une capacité d'apporter un plus à toute l'humanité, et lui-même pris par le souci de survivre au jour le jour. Mais c'est un cas que j'ai rencontré, donc dont je vous parle, mais il y en a eu d'autres, et je ne peux pas les citer tous, mais il y en a dans le monde entier, des quantités énormes. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, on a un potentiel. Et ce potentiel, pour qu'il se développe, il faut un peu de sérénité, il faut de la paix de l'esprit, il faut se sentir bien. Mais pensez aussi à long terme. Alors là, je passe à un autre niveau, un niveau philosophique. La philosophie, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Et quand on voit ceux qu'on appelle les philosophes à la télévision, ceux qu'on nous présente comme des philosophes, alors c'est à pleurer. C'est le contraire de la philosophie, ces gens-là. Mais si je devais personnellement donner ma définition de la philosophie, c'est la capacité de penser en quittant des conditions qui enferment la pensée, qui sont le temps et l'espace. Et si on parvient à effacer ces deux conditions, alors on a une forme de pensée totalement différente. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des astuces, des trucs du cerveau qu'on peut développer, enfin, etc. Mais ça, d'ailleurs, c'est ce que je prévois de faire dans des formations avec les gens que ça intéressera. Mais ce que je veux dire, c'est que si on pense philosophiquement ce concept dont je suis en train de parler, alors, à long terme, réfléchissez à une société qui devient comme ça. D'abord, la plupart des femmes travailleront plus. La grande majorité n'en aura simplement pas envie, parce que sa physiologie fait qu'elle a des enfants, son amour des enfants et du foyer fait que elle n'a pas de pression, donc elle le vit bien, et que des enfants qui sont traités par l'amour, par l'attention, ce sont des enfants avec qui autant la mère que le père peuvent passer 2 heures, 3 heures à jouer. Combien de gens aujourd'hui ont des enfants et peuvent même pas trouver 2-3 heures chaque jour pour jouer avec eux? Mais si vous jouez avec les enfants, et dans le futur, donc dans une société comme celle-là, c'est ce qui se passerait,
alors vous les éveillez beaucoup plus vite. Vous leur permettez d'accéder à un tas de choses. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Et mes enfants ont largement, mais très largement, dominent très largement leurs copains de leur âge. Mais alors à une distance à peine imaginable. Simplement parce que j'ai joué, j'étais avec eux au bord de la mer, on jouait dans le sable. J'ai fait... et tous ces petits jeux et toute cette... c'est ce qui ouvre l'esprit, c'est ce qui fait que l'enfant crée lui-même, c'est que l'enfant commence à épanouir son intelligence. Et donc, petit à petit, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer une humanité qui devient totalement différente, qui n'a plus comme unique et seul souci, à peine il rentre à l'école, de se dire qu'est-ce que je vais chercher comme métier pour plus tard, et faire le calcul entre ce qui rapporte, ce que conseillent les parents, et les parents se trompent toujours parce qu'ils pensent sur la période qu'ils ont vécue eux-mêmes. Alors moi, mes parents me disaient, comme tu vas bientôt avoir le bac et que tu as un an d'avance, tu as le choix, tu feras ou Polytechnique ou Centrale. Oui, mais c'est pas ce que je veux faire. Non, mais en plus avec un père sicilien, je vous raconte pas. Donc c'est ou Centrale ou Polytechnique, point. Bien papa. Et, et peu de temps après, je passais par la fenêtre et je me sauvais pour pas passer le bac. Mais bon, voilà, des parents différents, des parents qui savent laisser un enfant libérer son énergie, libérer son intellect, ne pas tenter de répondre aux questions par nos propres convictions, mais les laisser développer les leurs, en les orientant avec amour, avec justesse. Et c'est pas facile d'être parfaitement juste, parfaitement équitable. Par exemple, si vous avez été élevé dans une religion et qu'on vous a bien bourré le crâne, quand votre enfant va vous demander qui est-ce qui a créé le monde, clac, vous allez tout de suite lui renvoyer sur lui les trucs qu'on vous a mis, que vos parents à vous ont mis dans le crâne. Au lieu de lui laisser lui le choix, au lieu de le laisser et de l'aider à aller distinguer les choses par lui-même. Bon, bien sûr, je vais choquer un tas de gens en disant ça, mais imaginez toute une humanité qui va dans ce sens-là, qui travaille peu, qui a du temps de réflexion, qui a du temps de développer les choses qui le passionnent. Des fois, on trouve un petit truc, on s'y passionne, et puis on va de plus en plus loin. Et curieusement, beaucoup de gens vont se rendre compte que la journée, finalement, ils la passent entièrement, et beaucoup plus vite. Les journées passent très vite. Et on a passé 8-10 heures à faire quelque chose qui nous passionnait sans s'en rendre compte. Sauf au moment où on nous rappelle pour les repas ou n'importe quoi. Mais on vit bien, on vit heureux quand on fait ce qu'on aime. Et faire ce qu'on aime durant toute sa vie, pourquoi pas? Pourquoi vouloir se conditionner à se dire il faut absolument que je travaille pour manger, alors qu'on peut faire autrement, alors que ça nous est démontré tous les jours. Il suffit de prendre la somme d'argent qu'ils nous volent chaque année, et si on la répartit, on a ce revenu universel. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre les gens, mais je peux vous dire que si on parvenait à mettre ce Conseil national de transition en place, on apporterait un bouleversement mondial en très peu de temps, parce que notre société française sera le modèle dont voudront tous les peuples du monde. Et la vraie justice, la vraie justesse, c'est qu'un peuple comme ce peuple brésilien qui est en ce moment en train de manifester, à supplier, à se battre pour qu'on arrête de détruire leur habitat, leur lieu de vie, leur culture, et qu'on essaye de tout détruire chez eux, ben, on serait en position de force pour leur tendre la main. On serait en position de force parce que tout le peuple brésilien aiderait cette partie d'entre eux qui défend ce qui est juste, qui est bon pour la planète, qui est bon pour les autres espèces, qui est bon pour nous tous, pour toute l'humanité, et qui en ce moment est en train d'être détruit pour le profit de quelques malades qui veulent avoir des champs en plus au Brésil pour multiplier les vaches, pour nous faire bouffer le bœuf américain. Et voilà, et avec les complices qu'on a chez nous qui ont signé, les répercussions arrivent jusqu'à ces peuples qui vivaient heureux et à qui on est en train de détruire l'habitat, etc. Mais allez voir un petit peu ces peuples. Qui restent encore quelques-uns en Amazonie, en Micronésie, allez voir un petit peu ces quelques peuples qui restent à Bornéo, à Java, à Sumatra. Il reste sur la planète des peuples qui ont leur mode de vie où ils n'ont pas notre télévision avec 150 chaînes, mais ils sont 1000 fois plus heureux. Et ils ne travaillent pas.
ils pêchent un peu, ils ont une organisation, mais si chacun travaille 3-4 heures par jour, c'est un maximum. Ils savent vivre. Nous, on ne sait plus vivre. Donc, si ce Conseil national de transition passe en France et qu'on commence, parce que c'est une des priorités, à mettre immédiatement ce revenu universel en place, même si on commence qu'avec seulement 2 000 euros par personne, on sauve nos retraités, on rétablit la justice dans le pays, on arrête la délinquance. C'est tout notre pays qui est transformé en très peu de temps. En quelques mois, la France changera de figure. Elle commencera déjà par retrouver cette figure qu'elle avait dans les années 60, 70. Et puis très peu de temps après, ce sera un plus, ce sera un mieux que ce qu'il y avait déjà dans les années 60-70. Je ne sais pas comment je peux convaincre parce que il faudrait que je puisse être en entretien avec des économistes d'un niveau, d'un âge donc suffisant pour qu'ils aient un niveau élevé en philosophie, pour pouvoir entrer avec eux dans les détails à la fois sur le plan purement technique, financier, économique, etc., et sur le plan philosophique, c'est-à-dire dans cette notion d'humanité et de gestion à long terme. Car quand je dis que dans la vraie philosophie, dans mon sens, c'est ma définition, je dis bien, effacer l'espace et le temps, ça veut dire penser bien en dehors des concepts qui ferment l'humanité dans un bloc, en dehors des nations, en dehors des groupements ethniques, religieux, sociaux. On enlève tout ça, il n'y a que des humains. Et arriver à penser en dehors de l'espace et en dehors du temps, c'est-à-dire à très long terme. Je crois que je suis même persuadé, complètement persuadé, que c'est le seul avenir de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Et ceux qui sont en train d'essayer de tout détruire en ce moment échoueront naturellement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux voies. Ils échoueront après avoir provoqué le grand chaos et il y aura des millions, voire des milliards de morts, comme ça commence déjà avec tout ce qu'ils ont mis en place et une hécatombe qui est déjà en cours, mais qui n'est pas attestée par les grands médias parce que c'est caché. Il faut aller fouiller les archives, les statistiques des hôpitaux, etc., pour se rendre compte de tous ces mômes qui ont des cancers au cerveau avec l'usage des téléphones mobiles. Il faut se rendre compte de toute cette multiplication des cancers qui augmente au fur et à mesure qu'on augmente les vaccins. Il faut se rendre compte, il faut vraiment connaître ce qui ne paraît jamais dans les grands médias. C'est pour ça que c'est aussi important de tenir au moins un média de communication où la vérité puisse apparaître. Seulement, voilà, je crois que c'est ça les deux options. Soit ça passera par ce grand chaos et ce seront les survivants qui, tant bien que mal et peut-être avec un retard énorme, peut-être plusieurs générations, rentreront dans un schéma comme celui vers lequel on s'orienterait dès maintenant si on pouvait mettre en place ce Conseil national de transition et ce qui permettrait de gérer aussi la situation actuelle et donc d'éviter ce grand chaos. Je vous conseille, je vous recommande de jeter un œil, de regarder cette vidéo, elle est un peu longue, c'est une vidéo que j'ai faite il y a pas mal d'années maintenant, mais je crois que ça vaut la peine parce qu'elle est assez explicative et elle s'appelle Chômage, le grand mensonge. Pour compléter cette discussion que nous venons d'avoir ensemble. Bonsoir.